Madame Touré. Bon, Bonsoir. j'espère que vous allez bien, que ce réveillon se prépare bien chez vous depuis vos différentes positions. On fait avec. Ah, il faut faire avec, hein. D'accord. Monsieur Jacob, il y a du foie gras au menu aujourd'hui ou bien pas, ou demain ou Non, pas? malheureusement pas, malheureusement pas. J'ai de l'eau à côté de moi, c'est tout. Non. Mais non, il faut un peu de foie gras. Moi, si j'en veux. J'en veux, oui. Ce sera pour demain. Ce serait pour demain. Ah, si. Alors, donc, demain, peut-être qu'on peut faire une session, euh, Oui, même plus, mais connecté éco. Et puis, on va voir tous les repas, de la dinde, pour le réveillon, du foie gras. Je sais pas, moi. on peut faire un partage, c'est vrai. Oui, des rillettes, voilà. D'accord. En tout cas, bienvenue à cette session de ce jour. Je crois que le professeur est bloqué dans une réunion. J'essaie de le faire venir, mais il n'arrive pas à le bloquer. Ah, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Je le vois, le professeur Bach, il est là. Mais je crois qu'il est dans une rencontre. Donc, je dis bonjour à tout le monde déjà d'être là à cette session. C'est une session assez extraordinaire, on va dire, parce que on Bonsoir, avait... bonsoir. Voilà, professeur, quoi, je vous laisse la parole. C'est vous que j'attendais. Allez-y, professeur. Monsieur Jacob, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Oui, enfin, on va faire le webinaire. Oui, pas de problème. Il faut toujours être tranquille et patient. C'est Oui, bien. c'est ça, c'est ça. Vraiment, je suis content. Et puis, en anticipé, je te souhaite beaucoup de repos. Je sais que tu travailles beaucoup. Comme tout le Beaucoup de monde autour de... Je pense que comme tout le une monde à bonne cette fête. session, également, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, je te fais la surprise. Je vais te présenter quelqu'un que après, on pourrait échanger avec elle. Euh, Bonjour. Bonjour. Alors, c'est une compatriote belge. Ah, ben Elle est voilà. et elle est ivoirienne. OK. Mais belge aussi. Belge aussi. Parfait, ça. Voilà, voilà, parfait. Enchanté. Madame Corinne, Madame Ouattara, Oui, voilà, je suis à votre service. d'accord, En fait, c'est l'invité qui est à l'honneur. Moi, j'ai quelques secondes à dire son nom, c'est tout. d'accord. Alors, on va commencer la session, mais bon, comme c'est vraiment une session santé mentale, digital IA, on aurait souhaité déjà que d'introduire, vous avoir déjà juste un mot d'introduction. Et puis, par la suite, on va vraiment laisser toute la latitude à Monsieur Jacob pour son intervention du jour. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire bien avant qu'on puisse introduire. Déjà, voilà. Alors, ce que j'ai à dire, c'est pour moi vraiment un honneur en tant que directeur du programme de santé mentale et puis qui travaille avec vous sur la question dans l'espace francophone pour discuter, pour partager et puis pour comprendre tout l'écosystème mondial ou global sur les questions de santé mentale à l'aide du numérique. Et donc, c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je vois que notre conférencier a accepté et vraiment pour moi, c'est une preuve de son engagement dans l'espace francophone. Et je suis aussi impatient comme vous de l'écouter. Et je demande vraiment à tous nos participants de la Côte d'Ivoire et des autres pays francophones de ne pas hésiter. Voilà, il va partager l'expérience de la Belgique. Et c'est une expérience, j'ai échangé longtemps avec lui, c'est une expérience voilà, qui est vraiment, qui correspond à notre écosystème en termes de pragmatisme, en termes de contexte communautaire, en termes, j'allais dire, de déploiement d'innovation et d'adaptabilité. Voilà, donc merci et puis bonne session à tous.
Merci beaucoup. Merci à vous, professeur. On vous souhaite aussi une bonne participation parce que je sais que vous allez rester connectés. Donc, Merci. voilà. Donc, on a une personne, un éminent, on va dire orateur ou conférencier aujourd'hui. Je crois que ma voix n'est pas assez outillé ou encore n'est pas assez, ne mérite même pas de le présenter. Donc, je vais lui laisser la latitude de se présenter et de faire sa présentation. On va suivre vraiment religieusement avec beaucoup d'attention. Et puis, à la fin de sa présentation, je pense qu'on aura des interactions. Donc, je vais demander à toute la communauté d'envoyer quand même un émoticône pour saluer l'engagement de Monsieur Jacob qui, malgré la période des fêtes, s'est dit non, faut quand même qu'on fasse cette session, elle est importante. Donc, il aurait pu vaquer à autre chose, mais il a été connecté pour nous. Donc, vraiment, merci pour cet engagement-là déjà. Et puis, je vous laisse toute la latitude. Je me tiens disponible pour partager votre écran quand vous êtes prêt. Vous Je me le suis faites prêt. savoir. Je suis prêt, merci D'accord. bien. On peut y aller. D'abord, bonsoir à tout le D'accord. monde. Et je suis très honoreux, en effet, d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, c'est vraiment aussi un honneur pour moi de partager notre expérience. Donc, j'ai eu le plaisir de rencontrer le collègue la dernière fois à Lille lors d'une conférence intéressante et importante concernant la santé publique et la santé mentale. Et nous avons donc souhaité euh, poursuivre, je vais dire, nos collaborations. Alors moi, je viens de terminer, après 15 années, le pilotage, d'abord l'écriture, le pilotage, et puis l'implémentation des réformes de la psychiatrie et de la santé mentale en Belgique. Donc nous avons travaillé à ces programmes depuis 2009. Vous dire tout de suite que c'est une réforme d'abord qui est nationale, c'est une réforme qui concerne toutes les tranches d'âge, et c'est une réforme qui n'est pas un projet pilote, si vous voulez, c'est vraiment de nouvelles politiques qui s'installent en Belgique. Et j'ai intitulé la première partie, donc je vais diviser en deux parties. En fait, d'abord vous présenter ces réformes. J'ai intitulé le titre Les réformes de soins en santé mentale en Belgique et surtout de l'hôpital vers la communauté. Alors bon, j'ai terminé maintenant ces missions. 15 années dans les cabinets ministériels, je pense que c'est une bonne période. Je pense qu'il ne faut pas faire plus, sinon soi-même, on peut avoir quelques problèmes de santé mentale hein, si on continue à travailler en permanence avec les autorités. Mais enfin, c'est une belle expérience avec beaucoup d'humilité, je vais dire, hein, pour s'engager dans des reconstructions de systèmes de soins. Et maintenant, j'ai plutôt un rôle au sein du centre collaborateur de l'OMS à Leuven, à Louvain, donc en Belgique. Et j'ai aussi un mandat à la coalition pan-européenne de l'OMS à Copenhague. Donc, mes missions sont maintenant un peu réduites et sont plutôt des missions qui vont à l'international. Donc voilà, je pense que je vais chaque fois demander qu'on avance euh, les slides, c'est plus facile. On peut aller au slide suivant. Donc je vais commencer, je vous laisse hein, les commandes. Hein. Euh, Bon, je n'ai pas de conflit, hein. Je crois que c'est toujours important de le dire. Je n'ai pas de conflit par rapport à cette présentation et par rapport à vos institutions. Je vais commencer par vous parler de la réforme des soins en santé mentale pour adultes. Alors pourquoi est-ce qu'on a commencé par les adultes et pas par les enfants? Je pense que à cette époque-là, en 2009, la question était principalement de se poser la question de savoir si on allait continuer à travailler avec une vision hospitalocentriste des soins en santé mentale ou si on allait s'orienter petit à petit vers des soins plus intégrés dans la communauté. Et il faut savoir qu'à cette époque, la Belgique était un des pays au monde où il y avait le plus grand nombre de lits psychiatriques par 100 000 habitants. On était à 157, ce qui est particulièrement énorme. Ce n'est pas réellement un problème en soi, mais les autorités avaient imaginé à cette époque qu'on pouvait peut-être s'orienter vers un autre modèle de soins sans, et ça je le dis tout de suite,
sans détruire le modèle qui existait déjà, parce que ça, ce n'est pas une bonne politique, mais plutôt de transformer petit à petit avec une vision bottom-up, c'est-à-dire en intégrant et en impliquant l'ensemble des acteurs principaux dans une réorganisation lente, structurée, et en tenant compte des différentes cultures et de l'évolution aussi des cultures des soins en santé mentale. Slide suivant. Alors, nos objectifs, ils étaient les suivants. Donc, d'abord, on est parti avec les autorités, et ça c'est vraiment important. On est parti avec les ministres de l'époque et les directeurs généraux des administrations publiques. On est allé voir d'autres modèles. On est allé à Lille, on est allé à Birmingham, en Angleterre, on est allé en Suisse, on est allé au Québec. Donc, on a vraiment balayé très large pour voir comment, dans des pays qui avaient évolué en matière de réorganisation des systèmes de soins en santé mentale, que ce soit par des expériences très locales ou parfois que ce soit par des réformes tout à fait nationales, nous avons été voir ce qui existait et nous l'avons tout de suite adapté, je dirais, à notre culture, puisque vous savez très bien qu'on ne peut pas transférer un modèle d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, sans avoir en tête tout le temps cette question de la réorganisation ou l'adaptation, en tout cas locale et culturelle. Et notre vision, dans un premier temps, il n'était pas de fermer des hôpitaux psychiatriques, et je vais y revenir, la notion de transformer les hôpitaux psychiatriques et passe beaucoup plus facilement que de dire qu'on va fermer des hôpitaux psychiatriques, mais c'était dans un premier temps de diminuer la durée des séjours dans les institutions, avec cette vision de continuité des soins, vous savez, qui est compliqué, en tout cas dans nos pays, d'avoir ces deux circuits parallèles, d'un côté les circuits hospitaliers et d'autre côté le circuit ambulatoire et communautaire et médico-social et de réadaptation psychosociale. Donc on avait vraiment l'intention de casser un petit peu cette rupture qui existe entre l'hospitalier et l'extra-hospitalier, avec surtout, et ça c'était notre modèle vraiment que nous avions vu le plus intéressant dans nos relations internationales, c'était vraiment avoir cette vision d'une prise en charge de proximité. Donc vraiment essayer autant que se faire se peut d'avoir des actions qui sont intégrées, impliquées dans la communauté et non pas nécessairement au niveau des services et des institutions. Suivant. Alors, en Belgique, vous savez que c'est encore une royauté chez nous, et on a pour permettre en fait cette mise en place, on a utilisé un article de loi. C'est un article de loi sur les hôpitaux qui dit en quelque sorte que le roi, bon, c'est toujours un rôle un peu honorifique, mais enfin, qu'il peut prévoir en tout cas d'autres modalités, hein, que simplement avoir des lits dans les hôpitaux, mais qu'on peut transformer, et je dis encore bien transformer, une partie du dispositif des lits et construire un autre modèle qui était à ce moment-là cette idée des réseaux de soins qui étaient basés sur des programmes. Donc il ne s'agit pas de réinvestir, et ça c'est important, des moyens, mais c'était bien d'utiliser les moyens des hôpitaux et de le transformer pour avoir des ressources nouvelles, des ressources différentes que celles de l'hospitalisation. Suivant. Et le modèle, voilà. Alors, vous savez ici aussi qu'en Belgique, l'organisation politique est assez complexe, hein. On a un État fédéral et un État et des régions et communautés. Donc, ça fait la santé et la santé mentale particulièrement sont divisées à l'échelon fédéral et à l'échelon des régions. Mais la vision, elle devait être tout de suite globale. C'est-à-dire que nous avions pris l'option de dire si on veut faire une réorganisation, il faut impliquer directement l'ensemble des acteurs politiques et administratifs, qu'ils soient du domaine fédéral, donc national, ou qu'ils soient des régions et communautés. Et donc nous avons, avec ces autorités politiques, écrit, on dit un guide, on avait dit un guide chez nous, mais c'est un plan stratégique, et dans ce plan stratégique est repris de manière très claire quelle est notre vision, ce que l'on voudrait faire, ce que l'on a, ce qu'on va faire,
quel investissement il va falloir mettre en place, quel modèle aussi, hein, quelle vision vraiment, et aussi comment on va organiser la recherche pour s'assurer que le modèle que l'on avait construit ensemble allait aller dans la bonne direction. Et ce guide, en fait, a été présenté à l'ensemble des secteurs dans les grandes conférences nationales, et ce guide reprend vraiment tous les éléments que je viens de vous citer, et il est en tout cas un consensus déjà de départ politique entre les ministres à l'époque qui avaient les compétences fédérales, c'est-à-dire ce qui concerne les hôpitaux, et les ministres qui avaient les compétences régionales, c'est-à-dire toutes les actions, tous les services, toutes les ressources communautaires. Donc, on ne voulait avoir qu'une réforme, et une réforme qui était nationale et qui allait permettre à chaque territoire de la Belgique, à chaque commune en Belgique, d'avoir cette même vision d'orientation du nouveau système des soins en santé mentale. Suivant. Alors, quel est ce modèle en fait, hein? Ce modèle, il est construit sur la vision de l'approche globale et intégrée, que vous connaissez certainement. Suivant. L'approche globale et intégrée, c'est se dire que on va mettre dans notre politique toutes les conditions, tous les domaines qui sont pertinents euh, dans cette politique et dans laquelle toutes les actions sont également mises en concordance. Ça veut dire que notre focus dès le départ n'était pas un focus uniquement sur la santé mentale ou sur la psychiatrie, mais nous savions dès le départ que si on voulait réussir un modèle de soins communautaires dans la communauté, il faudrait un jour impliquer aussi, et on va voir après, d'autres acteurs qui sont les acteurs qui sont dans la communauté, à savoir l'école, le travail, la justice, les centres de formation, en fait, la société, en fait, hein, et qu'il fallait avoir cette approche globale et intégrée de mettre l'ensemble des acteurs dans une même vision et dans une même politique. Autant vous dire que c'est très compliqué, et en Belgique, c'est d'autant plus compliqué dans la mesure où, je le redis, notre politique est assez éclatée et que nous avons en plus la question des langues différentes, mais il fallait prendre cet exercice au sérieux et mettre tous les stakeholders autour de la table pour réfléchir à un modèle. Alors, on peut continuer, et le modèle, il est, voilà, le modèle, dans notre tête, on s'est dit, sur un territoire donné, qu'est-ce qu'il faut avoir comme ressources, qu'elles soient communautaires, de la société ou des institutions hospitalières, quelles sont les ressources qui sont nécessaires pour permettre à chaque citoyen, enfant, adulte, personne âgée, de pouvoir avoir une réponse aux besoins qu'elle a en matière d'aide, de bien-être et de santé mentale. Et on a réfléchi à quelque chose au départ de très simple, je vais dire au maximum avec ce qu'on avait, et on a réfléchi à dire, mais qu'est-ce qui nous manque en fait? Et dans ces secteurs d'activité, on peut aller au slide suivant, le premier secteur d'activité, en fait, c'est tout ce qui tourne autour des activités de prévention, de promotion des soins en santé mentale, tout ce qui est détection précoce, dépistage, établissement du diagnostic. En fait, ce que l'on peut faire dans ce que vous appelez vous aussi, je pense, et ce qu'on appelle en Belgique des services de santé mentale communautaires ou des centres communautaires. Ça, c'est le premier secteur d'activité. Il nous paraît essentiel. Le deuxième secteur d'activité, on peut aller au slide suivant, c'est tous les services, les projets, les actions qui travaillent à ce qu'on appelle, et que vous connaissez très bien aussi, le concept de réhabilitation psychosociale, à savoir de se dire que les personnes qui ont une problématique de santé mentale, elles ne doivent pas tourner toute leur vie dans des services de soins et de santé. À un moment donné, il faut qu'elles sortent, qu'elles retrouvent, qu'elles aient un programme de rétablissement. Il faut qu'à un moment donné, elles retrouvent un rôle dans la société. Et ces activités de réhabilitation psychosociale, elles sont autant orientées vers la culture, vers le sport, vers la formation et l'emploi, bien sûr, secteur bien important pour éviter de tourner en permanence. Et vous savez ce principe hein, de la porte tournante, hein, où on sort d'une institution, on va dans le communautaire, on a des problèmes, on retourne dans l'institution et on tourne ainsi peut-être parfois pendant des années et des années. Non, il fallait trouver
rassembler tous ces projets du job coaching, enfin tous ces projets qui aident les personnes à retrouver un rôle actif et reconnaissant dans la société. Le secteur suivant, on peut avancer. Mais le secteur suivant, c'est tout ce qui concerne les hôpitaux. Sur ce même territoire donné, de X centaines de milliers d'habitants, il faut garder des structures hospitalières, qu'elles soient des hôpitaux psychiatriques classiques ou des hôpitaux de jour ou des structures, des unités psychiatriques, des hôpitaux généraux. Nous n'avons pas choisi l'option, comme dans certains pays, de fermer les hôpitaux psychiatrique. Et ça, je fais vite une petite parenthèse sans trop prendre de temps pour ça. Notre vision était de se dire on ne va pas fermer les hôpitaux psychiatriques, mais on va fermer ou réorganiser la porte d'entrée. C'est-à-dire que nous devons tout faire pour éviter que les personnes qui ont des problématiques de santé mentale aient recours à l'hôpital psychiatrique. Sauf bien sûr si c'est nécessaire et pour le temps le plus court possible. Mais pour faire ça, il faut avoir un domaine, un réseau, je vais dire communautaire très fort qui va permettre de garder dans la société les personnes avec des problématiques spécifiques, mais aussi qui va permettre d'accueillir les personnes très rapidement qui sortent des hôpitaux psychiatriques. Donc très important, ce n'était pas, et je pense qu'on se serait heurté à la puissance, je vais dire, des institutions hospitalières en Belgique psychiatriques qui sont très fortes, qui ont des lobbying très forts. Notre idée a été, nous allons plutôt transformer une partie des hôpitaux, mais surtout pas aller se contrer à la psychiatrie traditionnelle, aux psychiatres, je vais dire, et aux directeurs d'institutions. Aidons-les à transformer leurs dispositifs en des activités beaucoup plus dynamiques et incluses dans la société. Le secteur d'activité suivant, on peut avancer dans le slide, c'est bien sûr tout ce qui est, si on parle de santé mentale communautaire, il faut absolument prendre en considération la question du logement, et c'est certainement le tendon d'Achille dans tous les projets que j'ai vus, à savoir donner l'accès à des personnes qui ont certaines problématiques, qui ont certaines différences, de pouvoir avoir aussi accès au logement. Ou alors de créer des structures, mais pas trop grosses, pas trop lourdes, des structures d'accueil, des hébergements, des appartements protégés ou des hébergements protégés, mais surtout qui sont dans la société. Et faire attention aussi que ces structures d'hébergement ne deviennent pas des petites institutions dans la société. Donc il faut vraiment que ce soit des structures aussi dynamiques et des structures communautaires dynamiques. Et là, on a de bons exemples. On a été particulièrement surpris de voir que certaines villes, moyennant une bonne organisation, mettaient tout doucement à disposition des logements, pour autant que les personnes qui allaient avoir accès à ces logements aient bien sûr un suivi dans le logement structuré, organisé et de qualité. Le cinquième secteur d'activité, au slide suivant, c'est en fait, si on va au slide suivant, voilà, c'est en fait le résultat de la transformation de les hôpitaux. Très rapidement, qu'est-ce qu'on a fait? On a gelé ou fermé un certain nombre de lits psychiatriques dans à peu près tous les hôpitaux psychiatriques de Belgique, et on a fait glisser les moyens financiers qui étaient pour l'hôpital, avec le personnel de l'hôpital, on a fait glisser lentement, vraiment de manière volontaire, petit à petit, pendant les différentes années, et on a transformé des lits, je vais dire, en équipe mobile. Un petit exemple, calcul rapide, hein, mais c'est pas un calcul fin, il a dû être affiné, mais on se disait que pour 30 lits que l'on allait fermer, on pouvait constituer une équipe de 12 équivalents temps plein, psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, enfin toutes les professions, je dirais, de la santé mentale classique, et on verra après qu'elles ont quand même évolué. Et on a fait glisser et on a créé ce qu'on appelle chez nous des équipes mobiles ambulatoires de traitement intensif pour les personnes en situation de crise et des équipes mobiles ou ambulatoires pour les personnes qui sont stabilisées, qui sont plutôt chroniques. Alors, différentes missions, bien sûr, ces équipes. Les équipes mobiles de soins intensifs, c'est se dire, on est là dans une réponse rapide,
pour les personnes qui sont en crise, avec essai de traiter la crise sur le lieu de vie et non plus d'orienter directement vers une structure d'urgence psychiatrique ou une structure fermée. Avec, je reviens vers mon ami et collègue, cette même idée que nous avons connue à Lille, de dire, ben, s'il faut aller 3 fois à la maison sur la même journée avec une partie de l'équipe pour stabiliser la crise, mais oui, il faut le faire. Mais bien sûr, si la crise devient une urgence, il faut être attentif et alors garder les systèmes plus classiques. Par contre, les équipes mobiles ambulatoires pour les suivis de longue durée, c'est tout à fait différent. C'est plutôt s'assurer que ces personnes qui sont, comme je le disais tout à l'heure, dans des appartements, seuls ou à 2 ou à 3, qu'on s'assure que ces personnes aient tout d'abord une autonomie dans le lieu de vie, mais aussi une autonomie dans la communauté, bien sûr, et pourquoi pas une autonomie vers des actions récréatives, culturelles, avoir des amis, etc., mais avec cette vision de la qualité et être attentif à tous ces moments quand une personne a une problématique qui ressurgit pour pouvoir agir de manière rapide et efficace. Toujours cette idée d'éviter que les personnes n'aillent dans des euh, structures spécialisées et lourdes et bien sûr stigmatisantes. Je reviendrai bien sûr sur des difficultés que nous avons. On peut avancer, donc vous voyez, on a alors un territoire et avec, on a imaginé ce territoire. On imaginait au départ qu'il pouvait être de 200 000 habitants, plus ou moins. C'était dans nos théories de départ. Et ce n'était pas suffisant. Il fallait vraiment, et ça c'est aussi un changement de culture, vraiment aller vers une vision de travail en réseau opérationnel. Et pour ça, on a mis en place des nouvelles fonctions qui sont des personnes qu'on a appelées coordinateurs de réseau, qui avec une équipe vont s'assurer que sur chacun des territoires, les 5 fonctions dont je viens de parler, les 5 types de ressources sont bien en place, qu'elles travaillent ensemble, qu'elles ont un plan stratégique qui est basé et construit sur le modèle que nous avions écrit, rappelez-vous, dans le petit guide de la réforme. Donc il faut garder la même vision, il faut garder la même finalité, mais bien sûr avec une implémentation locale, c'est-à-dire que à Bruxelles, dans une grande ville, on a ces ressources, mais l'organisation de ces ressources à l'intérieur même du territoire et du réseau diffère que dans le sud de la Belgique, où c'est plutôt une vision plus rurale, avec bien sûr des avantages, mais aussi d'autres difficultés, que ce soit l'accessibilité ou les déplacements. Donc, vraiment avoir toujours cette idée qui est de dire, on a cette même vision sur toute la Belgique, il faut qu'il y ait un accès égal pour chaque citoyen à ses soins de base, de qualité si possible, mais pour ça, il faut aller au-delà de cette idée, mais oui, moi je travaille en réseau parce que j'ai des amis qui, etc. Non, il faut vraiment que l'ensemble du territoire travaille avec une vision commune. C'est vraiment ça un changement de culture particulièrement important à mettre en place. On va y revenir. On peut avancer. Donc en fait, et là on va avancer un petit peu plus vite en même temps, donc en fait, ce qu'on a fait, on a simplement transformé une partie de l'offre résidentielle, on a créé des équipes mobiles, et on a intégré cette nouvelle offre dans ce qui existait, donc le réseau des ressources existantes, communautaires et médico-sociales. Et ça, c'est important. On préférait construire quelque chose de nouveau qui complète le dispositif et on allait tout de suite l'intégrer dans ce qui existe. Pour ne pas faire, vous savez, cette vision des lasagnes, on crée des nouveaux services, hop, on les met au-dessus des autres. Mais il n'y a pas de connexion entre les services. Et alors ces nouveaux services deviennent une sorte d'entonnoir et tout le monde dit, eh ben voilà, ça c'est la bonne solution et ces services sont tout de suite débordés de demandes et on se retrouve avec la question et la problématique des listes d'attente. Donc il fallait vraiment faire cette intégration lente et avoir un résultat beaucoup plus dynamique, je vais dire, du réseau, beaucoup plus interactif. On peut avancer. Donc, je l'ai dit, le modèle, c'est de maintenir autant que possible les personnes dans leur milieu de vie,
peut avancer, avec une vision qui est axée sur le rétablissement. Et ça, c'est aussi particulièrement important. Ce ne sont pas uniquement des services qui travaillent au processus de réadaptation psychosociale qui doivent avoir cette vision en priorité, c'est l'ensemble du secteur, c'est l'ensemble du réseau qui doit en permanence se dire dès le départ qu'il faut, in fine, non pas inscrire des personnes dans des soins longue durée qui n'en finiront jamais, mais avoir toujours cette notion du rétablissement, à savoir, mais là je parle à des professionnels bien sûr, de travailler bien sûr sur les problématiques, mais aussi et surtout sur les capacités des personnes et développer au maximum ces capacités pour qu'elles aient des rôles, et des rôles qui peuvent être des rôles très simples dans la communauté, du bénévolat, du volontariat, mais enfin qui donne à ces personnes une estime d'eux-mêmes et qui leur permet en tout cas d'avoir une meilleure qualité de vie. Oui, on peut avancer. Alors, on voit comme ça, hein, dans notre modèle, si au départ, nous avions, hein, vous l'avez vu, les 5 différents secteurs d'activité assez quand même médicalisés, on a vu que petit à petit, mais pour réussir notre modèle de soins communautaires, il fallait que l'on ait aussi une approche horizontale, c'est-à-dire travailler avec et avoir des accords, des consensus d'accords, des protocoles d'accords avec les autorités et les compétences et les ministères qui s'occupent de la formation, de l'emploi et du travail, de la vie culturelle, sportive, du logement, je l'ai dit, et la société et la vie locale. Et on a vu comme ça que ces acteurs de la société devenaient des acteurs indispensables pour réussir notre objectif. Et petit à petit, on a intégré ces différents acteurs comme étant des acteurs principaux, au même titre que les professionnels de la santé mentale. Et ça aussi, c'est difficile de remettre sur un niveau d'égalité les professionnels de la psychiatrie et de la santé mentale avec les acteurs de la société. Vous savez, ces notions du savoir où hein, il fallait rééquilibrer, il fallait travailler dans une transdisciplinarité, une horizontalité, je vais dire, avec chacun qui amène ses compétences et son bon sens parfois, hein, avec aussi des personnes qui ont la connaissance, je vais dire, des problématiques de santé mentale. Il fallait vraiment avoir un équilibre avec tout ça. C'était bien compliqué, bien sûr, et c'est toujours en activité. Et vous voyez que je ne vous ai pas parlé des soins primaires, j'y reviendrai après. Quand je parle des soins primaires, ce sont les maisons médicales classiques, généralistes, ce sont les médecins généralistes, hein, ce sont les médecins de famille, ce sont les pharmacies, hein, ce sont les aides à domicile. Je vais y revenir. On les a intégrés dès le départ, mais vous verrez un peu plus tard, et c'est certainement un point particulièrement important aussi de l'évolution de nos travaux ces 2, 3 dernières années, que ce n'est pas si évident parfois d'intégrer ces différents acteurs qui sont certainement des acteurs essentiels aussi, les infirmiers à domicile et autres personnes. Donc on peut avancer. En fait, vous allez voir, vous connaissez certainement ce graphique, toute notre construction, elle est basée sur ce qu'on appelle la pyramide de l'OMS, hein, on dit toujours ça. C'est-à-dire qu'on est en train, vous voyez le dessus de la pyramide, c'est là qu'il y a, bien sûr, ce sont les hôpitaux psychiatriques fermés, etc. C'est là qu'il y a le moins, je vais dire, de patients ou de personnes, mais c'est ce qui coûte le plus cher. Et en dessous de la pyramide, ce sont les problématiques, je dirais, légères qui peuvent être traitées dans la communauté et dans les services communautaires. C'est là qu'il y a énormément de personnes, et heureusement qu'il y a énormément de personnes. Et on veut, nous, un peu, pas inverser la pyramide, mais rééquilibrer la pyramide, et non pas diminuer ou casser le dessus de la pyramide en diminuant les financements, mais bien en rééquilibrant et en investissant de plus en plus dans le bas de la pyramide et certainement dans les soins informels dont on parle, hein, dans la communauté et qui sont importants et très importants parfois en fonction de la culture de la région ou de la culture du pays. Et là, on voulait vraiment absolument euh, euh, impliquer et se focaliser là-dessus. Et vous allez voir comment on a pu compléter. Alors, cette pyramide, elle n'est pas figée. Vous savez que les usagers,
ils doivent absolument, ils tournent dans cette pyramide. C'est pour ça qu'il faut avoir une organisation très structurée avec des plans stratégiques qui aident les personnes, quel que soit leur niveau de difficulté, pour s'assurer que la personne, je le dis toujours, soit, et c'est très simple à dire, très compliqué à faire, soit au bon moment, à la bonne place. C'est bien ça, en fait, la complexité de nos systèmes. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir des personnes qui sont alitées dans une structure hospitalière si c'est pour être vu une fois tous les 15 jours par un spécialiste et le reste du temps, n'avoir que des activités qui ne sont pas toujours très valorisantes. Et c'est le système qui doit être dynamique, ce n'est pas uniquement les mobiles, ce ne sont pas uniquement les équipes mobiles qui doivent être mobiles, c'est l'ensemble du système qui doit s'intégrer dans une mobilité. Et je vais être absolument clair pour notre modèle en tout cas, l'idée est de se baser sur les besoins des personnes et de leur entourage. Je n'ai pas dit qu'on ne s'intéresse plus aux psychopathologies, mais notre idée était plutôt de se dire, mais quels sont les besoins d'une personne? Et les besoins, ils sont larges. Ils sont bien sûr de traiter la problématique de base, mais ils sont aussi peut-être des besoins en logement, des besoins en activité, des besoins de la famille. Donc il faut voir cette problématique de manière très globale. Alors pour y arriver, on peut aller au slide suivant. Donc, il s'agit d'un changement de culture qui demande du temps. Je peux vous dire que moi, au départ, dans mes premières années, mais ça, Jean-Luc Rouland, un bon ami commun, m'avait dit que j'allais avoir énormément de réserves, je vais dire, voire parfois même de contrariété. Et bien sûr, je les ai eues avec les psychiatres et les directeurs d'institutions, de grosses institutions. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur, en fait, qu'on ferme leur structure, hein, parce que les hôpitaux psychiatriques, c'est quand même malgré tout rentable. Et d'autre part aussi, la communauté avait peur que si on... Ils croyaient qu'on allait fermer les hôpitaux psychiatriques et qu'on allait tout simplement couper les subsides des secteurs communautaires qui existent depuis 50 ans et qui sont extraordinaires en créativité, avec parfois très peu de moyens, mais quelle créativité, quelle ingéniosité, quel don, je dirais, de soi pour traiter des personnes, aider des personnes avec peu de moyens. Donc, eux avaient peur que, oui, l'hôpital vienne prendre leurs activités. Non, il n'était pas question de ça. Il était question de mettre l'ensemble, même le plus petit projet, d'aller chercher la bonne pratique, la pratique innovante, pour pouvoir la garder, l'implémenter sur l'ensemble du territoire. Je pourrais vous en parler des bonnes pratiques. On a écrit pour l'OMS, on a écrit un manuel des pratiques innovantes au début des réformes, assez intéressant. C'était à la demande de l'OMS, hein, qui nous avait considéré comme étant une bonne pratique à cette époque et qui nous avait dit, si vous pouviez isoler les bonnes pratiques que vous avez découvertes, qui existaient peut-être déjà avant, mais qui ont été mises en avant par les réformes, s'il vous plaît, et on avait fait un manuel avec leur soutien. Donc, changement de culture important qui prend du temps. Il ne s'agit pas de dire, on va fermer ceci. Non, vous avez travaillé pendant 30 ans avec un modèle, demain vous changez de modèle, c'est violent. C'est violent vis-à-vis des professionnels, c'est violent vis-à-vis des usagers, c'est violent vis-à-vis des familles, c'est violent vis-à-vis de la communauté. Donc il faut accompagner clairement et laisser le temps au changement de se faire. Hein. Il ne faut pas faire. Moi, j'ai vécu la réforme de la psychiatrie en Grèce. Hein. Vous avez décidé en quelques mois de fermer 5 hôpitaux psychiatriques et de dire à des personnes qui avaient déménagé peut-être pour venir travailler, notamment sur l'île de Crète, hein, de venir travailler d'un côté de l'île parce que leur travail était là, ils allaient habiter là avec leur famille, et le lendemain, 6 mois après, on leur disait, on fait des structures communautaires, retournez chez vous. Non, il faut avoir un respect absolument des travailleurs, c'est certainement un élément important parce que c'est eux qui sont les premiers en face et avec les usagers et leurs familles. On peut avancer. Alors, ça prend du temps. Alors, qu'est-ce qu'il faut? On a investi un maximum les premières années dans la formation, avec toujours cette idée qu'on va former ce qu'on appelle les formations croisées. Donc, on ne va pas donner les formations aux psychiatres ou aux assistants sociaux ou aux usagers ou aux familles. Non, on va mettre tout le monde ensemble et on va organiser des formations croisées où chacun entend, en tout cas, l'importance de la
de la sectorialisation, c'est-à-dire l'idée de travailler ensemble. Et on a toujours mis ces formations avec un apport transnational. Donc, tous les pays qu'on avait visités et qui nous avaient intéressés, on a redemandé aux experts de venir donner des formations. Bien sûr, les équipes de recherche et, pour moi, le plus important, les expertises locales. Je vous dis encore, les travailleurs de la santé et principalement de la santé mentale ont une créativité tellement inouïe et intéressante qu'il faut la mettre en avant, qu'il faut la reconnaître et qu'il faut absolument tenir compte de ces modèles locaux, parfois extraordinaires, souvent extraordinaires. On peut avancer. Alors, un élément, je n'en ai pas encore parlé, depuis le premier jour chez nous, les recommandations des usagers eux-mêmes et de leurs proches, familles et proches, a été une priorité absolue. Dès le départ, on a impliqué, on a la chance d'avoir des fédérations d'associations d'usagers et de familles, on a impliqué les 4 plus grandes fédérations, 2 néerlandophones et 2 francophones, à suivre les travaux que l'on mettait en place, à y participer clairement, mais aussi et surtout à donner des recommandations. Et au départ, ça s'est un petit peu perdu. À la fin, ça s'est un petit peu perdu. Ils sont toujours très actifs, mais ce que je vais vous dire est encore plus prenant à mon sens, c'est que le carnet des recommandations, au départ, était transmis par eux en direct, en live, à l'époque, à la ministre de la Santé. Et ça, c'est un signe. C'est un signe de dire, nous prenons en considération vos recommandations. Ce n'est pas parce que c'est sexy d'avoir des usagers et des familles autour de la table en discussion. Ça, c'est pas assez. Ça, c'est du folklore. Mais vraiment, et on peut passer au slide suivant, on peut passer au slide suivant. Voilà. Donc ça, voilà, je l'avais dit, on peut aller au suivant, hein, cette idée nothing about us without us. Donc, il faut réorganiser en fonction des besoins des personnes et de leur entourage. On peut avancer au slide suivant. Avoir cette idée de la participation, j'imagine que vous connaissez ce concept de participation, c'est-à-dire d'avoir vraiment cette approche d'impliquer concrètement à différents niveaux, donc au niveau personnel, au niveau des différents services, mais au niveau aussi macro, c'est-à-dire au niveau politique, aux usagers et aux proches, la compréhension de ce qu'on met en place, le temps de comprendre et de pouvoir donner des recommandations, c'est-à-dire réorganiser un petit peu notre pensée et nos actions en fonction du temps nécessaire aux usagers et aux familles de pouvoir nous donner des recommandations. Vous connaissez la complexité parfois des textes de loi que nous devons analyser. Il faut absolument apprendre et donner la possibilité à ces deux, aux usagers et aux familles, de comprendre les enjeux et de donner des recommandations. On peut avancer, parce que sinon je vais être trop long. N'hésitez pas à m'arrêter, hein, parce que moi je raconte ma vie là. Enfin, tout ça est basé sur l'empowerment, hein, je ne vais pas aller plus loin. Cette idée, allez, cette vision de dire qu'on rend aux personnes le choix de la décision, de leur décision et de leur envie et du contrôle sur sur les événements de leur vie. Donc, on peut avancer. Alors, très rapidement, ici, simplement vous dire mon expérience de 15 années. Il faut absolument que ces différents niveaux agissent, réagissent et interagissent en même temps. Les autorités politiques et les administrations, les institutions et les services, les professionnels, les usagers et les proches et la collectivité. Si vous avez un de ces acteurs qui tire plus vite, plus fort, bien sûr, il faut toujours du lead, hein, de la gouvernance, mais si par exemple les autorités politiques avaient choisi une vision top-down, bah, voilà, nouveau modèle, dans 6 mois on change. Ça n'aurait pas marché. Si on n'implique pas les institutions et les services, et à l'intérieur des institutions et des services, les professionnels, c'est la même chose. Si on suit, excusez-moi de le dire, les rêves des usagers et des proches, ou bien les rêves des professionnels de voir leur salaire doubler, ça ne va pas aller. Il faut vraiment avoir ce rééquilibrage permanent, je dirais, des différents acteurs importants
pour essayer, je dis bien essayer, d'avoir une réussite. Parce que je vous le dirai, en Belgique, la réussite n'est pas totale, on va en parler en quelques mots, mais enfin, on va vers, je dirais. Et c'est vraiment pour moi une des leçons que j'ai apprises, c'est que notre plan stratégique que nous avions écrit en 2009, il a fallu bien sûr le réadapter en permanence, hein, parce qu'on a eu des échecs, on a eu des choses à changer, on a eu le timing qui a été bouleversé, on a eu le Covid qui nous a amené d'autres. Donc, on a eu toute une série, bien sûr, d'obstacles et aussi de plaisir et de bonheur, heureusement, qui nous ont amenés à devoir revoir notre plan stratégique. On peut avancer. Alors voilà, la Belgique, on peut avancer. La Belgique, voilà, vous connaissez notre petit pays, hein, il est minuscule, mais après, il est divisé en territoires, et sur chacun de ces territoires, eh bien, il y a le dispositif et l'organisation dont je vous ai parlé, avec, et je le disais à mon ami psychiatre ici présent, avec cette idée qu'il faut absolument aller vérifier en permanence si les moyens et l'organisation qui a été décidée au niveau national est correctement suivie avec l'adaptation locale, mais en tout cas que les moyens financiers qui sont mis à disposition soient utilisés à bon escient et dans la vision que nous avions partagé, construit ensemble. Et pour ça, c'était un peu le rôle de mon équipe, si vous voulez. Ce sont des adjoints à la coordination fédérale qu'on appelait, et ils étaient en permanence sur le terrain pour coacher les différents réseaux, pour s'assurer en tout cas que au mieux possible, je dirais, le modèle était suivi, toujours bien sûr avec l'imagination et la réalité locale. On peut avancer. Et voilà un peu sur le slide suivant, le modèle que j'apprécie vraiment. Voilà, c'est vraiment cette idée de se dire, ben, voilà, il y a la maison, la personne qui est là, qui vit, qui a des problèmes. Ben, la première chose, ben, elle va aller trouver les amis, elle va trouver son médecin généraliste, elle va aller trouver une personne influente ou importante pour elle dans ses croyances. Elle va en fait, utiliser les ressources personnelles déjà aussi. Et plus la situation est complexe, plus compliquée, ou qu'on a besoin d'avoir une complémentarité aussi hein, dans l'aide, eh bien, on va aller chercher plus loin, au-delà du domicile, les services nécessaires pour aller peut-être un moment, et le plus court possible, dans un service spécialisé, mais toujours avec cette vision de pouvoir organiser au mieux possible le retour dans la collectivité. C'est une image qui vient des services anglais, NHS, pardon, hein, à mon avis, et qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai écrit en partie le modèle des réformes. On peut avancer. Je vais très rapidement, si vous permettez, vous parler en quelques mots de la nouvelle politique de santé mentale pour les enfants et adolescents. Donc, on a continué puisqu'on avait des résultats assez intéressants. 2009, on a commencé les adultes. 2015, on a commencé l'idée de réorganiser aussi, et c'est aussi complexe, ça a mis d'autres autorités dans la réflexion, une nouvelle politique de santé mentale pour les enfants et les adolescents. Et là, c'est tout de suite une nouvelle politique. On s'est dit, on a assez d'expérience sur cette idée de travailler en réseau, hein, d'avoir cette idée de collaboration, etc., des équipes mobiles. On ne va plus rentrer dans une phase exploratoire, on va directement implémenter avec les acteurs une nouvelle politique de santé mentale pour enfants et adolescents. Si on avance très rapidement, je vais essayer de ne pas m'éterniser sur le sujet, ce sont toujours les visions de l'OMS. Allez, ça a l'air d'être bateau, mais c'est tellement important. Le leadership et la gouvernance dans le domaine de la santé mentale. On le disait encore à Lille quand on parlait de santé publique, il faut avoir quand même toujours une gouvernance et dans cette gouvernance, un leadership. Il faut éviter de penser que les choses vont s'organiser d'elles-mêmes. Il ne faut pas un contrôle absolu, il ne faut pas un top-down, il faut vraiment un bottom-up, mais il faut garder absolument une gouvernance stricte, efficace, claire, qui fait quoi quand.
Il faut fournir des services de santé mentale et d'aide sociale complets, de nouveau, et intégrés et adaptés aux besoins de l'encadre communautaire, on vient de le dire. Il faut absolument, et je vais y revenir, mettre en œuvre, et peut-être on y reviendra aussi dans la deuxième partie de mon ma petite présentation dans la digitalisation, avoir des stratégies de promotion et de prévention dans le domaine de la santé mentale, et aussi, pour la deuxième partie, les systèmes d'information de base, la recherche dans le domaine de la santé mentale. Je peux vous dire que oui, on a bien sûr fait suivre, enfin, demandé 3 universités vraiment très importantes en Belgique, à la KUL Leuven, à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université de Mons, de bien vouloir ensemble aussi, ensemble, je dis bien ensemble, puisque nous, on disait qu'on allait travailler ensemble sur le terrain, les autorités politiques allaient travailler ensemble pour construire un modèle, et bien on demandait aux 3 universités de nous mener une recherche sur des domaines importants, les politiques de réseau, la qualité de vie des usagers, et je ne sais plus quel était le troisième, ça me sort un peu de la tête, le troisième pilier de la recherche, mais ils ne sont pas vraiment parvenus à se mettre d'accord sur la recherche. Alors, on peut avancer, oui, en effet, les enfants et les adolescents, on garde, on peut avancer au slide suivant, la vision sur 7 principes. Slide suivant, je vais très rapidement les parcourir. L'approche, elle est globale. Ça, on le sait maintenant. On est convaincu de ça, que cette approche doit être globale et euh, dans toutes les composantes des soins. Avec cette idée de circuit de soins, c'est-à-dire qu'il faut avoir une belle vision, une bonne vision de l'organisation des soins. Il faut avoir une approche qui est générale, donc on ne va pas, c'est une approche populationnelle en fait, on ne va pas se focaliser sur les enfants qui ont des problèmes identifiés, et les adolescents, on va se focaliser sur la population en général. L'aide précoce, là, bien sûr, elle devient plus qu'essentielle. Il faut, de même que pour les adultes, que l'enfant et son entourage soient traités dans son environnement. Ah, ça, on en a déjà parlé. Avec la première ligne, je vais y revenir. Les traitements de type hospitalier, c'est vraiment réservé aux cas aigus. Il faut, ça c'est important aussi, tenir compte des déterminants de la santé. C'est vraiment quelque chose qui est important. Et au point 6, tenir compte du contexte socio-économique et pouvoir vraiment avoir une attention sur les groupes à risque. Et alors, bien sûr, puisqu'on avait fait une réforme des adultes et maintenant qu'on se focalisait sur les problématiques des enfants et des adolescents, vous connaissez l'âge charnière 16-23, il fallait absolument mettre en connexion, je dirais, ces deux approches pour qu'il n'y ait pas de rupture. Je dirais, ça aurait été quand même assez dommage de rupture entre les deux réorganisations, je vais dire, des enfants, adolescents et des adultes. Donc l'âge de transition, une attention particulière. On peut avancer. Pareil que pour les adultes, formation surtout, encadrement scientifique, communication, ça c'est plutôt pour l'interne, mais vraiment formation et soutien, approche de nouvelles méthodologies, de nouvelles visions, les droits des enfants et des adolescents, leur participation aussi. Qu'est-ce qu'on ne s'est pas fait moquer au départ quand on disait la participation des enfants et des adolescents est aussi une priorité. Mais comment voulez-vous que les enfants donnent leur avis? Nous allons travailler et on a créé une nouvelle fonction, les coachs participation, qui vont sur le terrain et qui vont travailler avec les enfants et adolescents à faire des campagnes de sensibilisation pour enfin que la question de la santé mentale sans psychiatriser la société, il faut faire attention à ça, mais la question de la santé mentale ne soit moins un tabou pour les enfants et les adolescents. On peut avancer. Alors pareil, vous allez voir la carte de la Belgique, eh bien ça, ce sont les réseaux enfants.
Il y en a moins parce qu'on a réorganisé en fait la carte, parce que on l'a fait ici par province. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est plutôt une approche ça politique. Mais pour vous dire tout simplement, dans un réseau enfant, je parle de territoire, il y a parfois un ou deux réseaux adultes, mais les frontières sont, enfin les frontières, pas nécessairement les frontières, mais enfin vous comprenez, les frontières des réseaux sont les mêmes. On peut avancer. Alors, voilà, les constats après autant d'années. Est-ce qu'on a été de l'hôpital vers la communauté? Je dirais oui, petit à petit, petit à petit. Et là aussi, je pense qu'il faut être attentif. C'est fragile, ces réorganisations de modèles. C'est fragile, les lobbying hospitaliers sont forts. Le retour, je dirais, à des modèles plus anciens n'est jamais à mettre de côté. Donc, il faut continuer à convaincre. Nous avons eu la chance en Belgique d'avoir 3 ministres seulement, donc 3 gouvernements différents, donc 3 ministres de la Santé sur les 15 années. Donc c'est exceptionnel, c'est de pouvoir se dire, et tous ont continué et ont repris à la fin de la législature du précédent et leur nouvelle législature le même modèle et se sont engagés à continuer, à le compléter, à investir davantage. Donc ça, je pense que petit à petit. Le modèle de travail en réseau, je dirais oui. Ça, petit à petit, cette idée de dire on se met autour de la table pour créer un modèle qui va répondre aux besoins de la population, de notre territoire, de notre réseau, oui. Centré sur les besoins des personnes aussi, petit à petit, et heureusement, bien que, et je le redis, les psychopathologies sont tout à fait essentielles, cette vision de se dire que les besoins sont multiples, plus les besoins sont multiples, plus ils requièrent à des ressources différentes qui doivent se mettre en concordance pour répondre à ces besoins, et pas aux besoins des institutions ou des professionnels, ça devient petit à petit. Alors, mobilité du système de soins, certainement, je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas uniquement les équipes mobiles, c'est tout le système de soins qui doit bouger. Alors, est-ce qu'on est arrivé dans la première ligne? Bonne question, et je dirais, en tout cas, pas à notre goût, pas suffisamment. Ce qui nous a amené, et on avance, et ça c'est un modèle qu'on a trouvé principalement bien utilisé en Norvège, c'est cette notion des psychologues cliniciens dans la première ligne. Donc, je dis bien dans la première ligne, je ne dis pas de la première ligne. Donc, c'est vraiment une réorganisation, et on peut avancer, si vous voulez, de, de créer, on peut avancer au slide suivant, voilà, de créer une nouvelle offre de soins. Donc, elle ne vient pas remplacer ce qui existe, elle vient de manière complémentaire, et on va renforcer dans la première ligne avec cette nouvelle fonction qui sont les psychologues et orthopédagogues, cliniciens première ligne, des, des personnes donc, qui ont une formation spécifique, qui ont un visa et une agrégation, je dirais, spécifique, et qui vont non plus attendre dans leur office, dans leur bureau, et ceux qui le font, bien sûr, ça continue, je dis bien que c'est complémentaire, mais qui vont aller vers. Ils vont aller vers les structures de soins communautaires déjà, mais ils vont aller aussi vers tous les acteurs de la société. Les écoles, l'emploi et le travail, les clubs de sport, les pharmaciens, les médecins généralistes, c'est-à-dire qu'ils vont aller compléter, améliorer les compétences et le soutien à ces acteurs. On peut avancer, je vais vous expliquer un petit peu plus longuement. Slide suivant. Donc, avec cette idée de renforcer la prévention, de travailler sur des résolutions de problèmes et de renforcer la résilience, avec une attention particulière sur les publics vulnérables et les collaborations interdisciplinaires. Je vous explique, c'est-à-dire, ces personnes vont aller, par exemple, dans une école, aller organiser des activités, on souhaite le groupe principalement, peut-être avec des instituteurs, et ils vont essayer de déceler, je vais dire, de prendre en considération les publics vulnérables et, si c'est nécessaire, en tout cas directement et le plus précocement possible, et sans bien sûr discriminer les personnes, vont, si c'est utile,
faire déjà un travail de soutien pour éviter que les problématiques qui sont légères et modérées ne deviennent des problématiques plus importantes. Mais vous le savez aussi, hein, puisqu'on sait que les personnes consultent 7, 8 ans, 10 ans parfois après les premiers symptômes, je dirais. Donc on va essayer de réduire ce temps autant que faire se peut, toujours avec cette même idée, évitons que les personnes, que ce soit des enfants, des adolescents, des adultes, des seniors, n'aient recours à des services lourds et spécialisés parce qu'on n'a pas tenu compte assez de leurs problématiques précocement. On peut avancer avec cette collaboration interdisciplinaire, bien sûr, toujours. Alors, très rapidement, l'idée est d'avoir des groupes différents. Hein, on peut imaginer un moniteur, vous savez, dans les clubs sportifs pour les enfants, il y a du harcèlement, il y a de la violence, il y a des enfants qui se sentent pas bien dans ces. Donc, c'est aller à organiser des activités, mais ça peut être aussi dans un home pour personnes âgées. Hein, ça peut être dans un club, et je le dis, tout ce qu'on avait pensé dans un club de joueurs de cartes, dans une communauté, et c'est vraiment aller soutenir la première ligne de soins, mais aller travailler avec les médecins généralistes, bien sûr, les pharmaciens, faire des activités de groupe avec les pharmaciens. Les pharmaciens sont des indicateurs extraordinaires, hein. Ils connaissent mieux les problématiques des familles que parfois les médecins généralistes ou les psys, parce qu'ils voient la consommation de médicaments qui augmente. Donc, aller organiser des petits groupes, hein, avec le pharmacien, ce psychologue clinicien de première ligne, pour réfléchir, discuter avec les usagers, avec les personnes, avec les citoyens, en fait, hein, de ces questions, et peut-être aller aider des personnes qui n'osaient peut-être pas consulter par le passé. Donc, ce sont simplement différentes fonctions. Tout ceci est remboursé par la sécurité sociale. C'est un investissement, c'est peut-être le plus gros investissement de ces dernières années, hein, que le ministre de la Santé a bien voulu euh, mettre à disposition des acteurs et des réseaux, hein. Et maintenant, il y a plus de, je pense, 5000 psychologues cliniciens qui sont actifs et qui organisent le plus possible dans la collectivité. Je dis bien le plus possible parce qu'ils ne sont pas nécessairement tous formés. Et là aussi, on a financé des programmes de formation continue pour leur apprendre à faire du groupe, pour ne pas s'engager dans des longs programmes thérapeutiques, mais plutôt dans les programmes de résolution de problèmes, hein, et de trouver des solutions à des problèmes qui sont souvent, et plus que d'ailleurs, des problématiques psychosociales. On peut avancer. On peut avancer au slide suivant. Voilà, ça c'était la première partie avec toujours euh, euh, cette petite carte que j'aime beaucoup et que je remets toujours. Euh, donc pour ce qui est vous aurez bien sûr, vous avez cette présentation et vous pouvez aller voir sur le site de l'INAMI, hein, c'est l'Institut national maladie et invalidité, toute cette question des psychologues cliniciens à première ligne. Voilà. Si ça va pour vous, je continue sur la question de la digitalisation, sans prendre toute votre soirée, parce qu'il faut préparer le foie gras, n'est-ce pas? J'ai bien compris ça. Je ne sais pas Oui, si ça vous a oui, intéressé. mais je pense qu'on est dans le temps parce que normalement on finit dans, je crois, 22 minutes. En deux Donc, minutes? oui, on peut continuer. Oui, On finit dans deux on finit minutes? normalement à Ah non, 17h30. dans 22 minutes. Ok, ça va. Ok. Donc j'ai encore un petit peu de temps. Est-ce que ça va? Vous avez des questions? Est-ce que c'était clair suffisamment? Est-ce que... Bon, je pense que vous allez aborder la question de la santé mentale parce que j'ai une question ici, mais je pense que quand vous allez aborder la question relative au numérique, je pense que ça va se retrouver dedans parce que c'est comment le digital pourrait faciliter justement ces approches Voilà. empiriques. Eh Donc, bien, je vous laisse finir. je vais vous faire un petit état des lieux alors de la digitalisation dans les dernières années, hein. Je fais une petite synthèse 2023-2025, on peut avancer. Voilà, simplement, euh, on peut avancer.
Voilà. Alors, je le redis, la situation sanitaire et plus principalement la santé mentale, Scienzanos, c'est un institut de recherche et de saisie de données important en Belgique et le Bell Health aussi, montre qu'il y a bien sûr encore, malgré tout ce qu'on a fait, et c'est ça qui est important de savoir aussi, c'est qu'il faut toujours adapter les modèles. Notre réforme n'est pas figée, et heureusement, il faut l'adapter à toutes les problématiques nouvelles, mais on a bien sûr des symptômes anxieux et dépressifs de 22-24, bien sûr avec la pandémie qui a amené des problématiques au long cours, je dirais, et surtout chez les jeunes, et un peu, je pense que c'est partout, en tout cas en Europe, la santé mentale doit rester une priorité. Elle l'est vraiment chez nous, et notre ministre, le dernier ministre avec lequel j'ai travaillé, a vraiment mis la santé mentale comme priorité. Elle reste une priorité, on le voit par le nombre de consultations, les plaintes liées au sommeil, et on l'a dit, la montée des troubles chez les adolescents. OK, on peut avancer. Ah ouais, pardon. C'est moi qui... Sorry. Donc la Belgique, il y a une stratégie d'e-santé structurée. Le plan, c'est un plan interfédéral, enfin e-santé de 2025 à 2027. Le Belgium Integrated Health Record, prescription électronique, etc. Je vais vous redire deux mots de cet outil qui vise à intégrer les dossiers numériques et les services connectés dans le parcours des soins, donc aussi pour la santé mentale et certainement pour la santé mentale. Et on a mis en place un mHealth Belgium. C'est une plateforme nationale pour recenser, valider les applications médicales. Euh, on souhaite vraiment, et je l'ai entendu dans le panel de discussion la semaine passée avec les collègues dans votre conférence, cette idée qu'il faut absolument encadrer les solutions numériques, puisqu'il y a énormément maintenant d'outils qui sortent d'un peu partout, et il faut quand même avoir quelque part, mais je vais y revenir, une certaine validation de ces outils. Donc, en fait, le Belgium Integrated Health Records, c'est une initiative qui vise à créer un écosystème digital, c'est ça le but, et où le citoyen peut facilement consulter ses données de santé et de bien-être, et où l'ensemble des professionnels de la santé, avec qui, bien sûr, ce patient a une relation thérapeutique, tout le monde a accès à toutes les données nécessaires, et le but, il est, bien sûr, de fournir des soins de, de qualité. Donc, améliorer la qualité des soins, mais aussi la santé de la population en général et l'efficacité du système de santé. Et ça, c'est pour moi assez important, à contribuer à une sorte de cohésion sociale et aussi, et dans notre pays, c'est prioritaire, avoir enfin une collaboration entre toutes les parties prenantes avec cette idée bien sûr. Donc, l'idée, elle est claire, c'est vraiment une évolution de cet outil, c'est avoir une seule vue pour tous, donc chaque individu a accès à un tableau de bord personnel, qu'on a ici dans les prises de données de base, et convivial, donc il peut le comprendre, mais il peut aussi prendre des décisions éclairées concernant ses soins. Il y a un accès partagé, bien sûr, avec les professionnels de la santé, donc toutes les informations qui concernent ces usagers et une collaboration fluide, en fait, est recherchée, avec une prise en charge compétente. Recherchée, avec une prise en charge compétente. Ah, voilà, c'est bon. Les données, il faut avoir des données complètes et précises, c'est le but, avoir une fiabilité, bien sûr, et à côté de ça, c'est aussi très important, une utilisation des données pour l'intérêt général en Belgique. Donc, les données qui sont collectées seront réutilisées par des chercheurs pour améliorer, stimuler la recherche et le développement et optimaliser les politiques de santé. Alors, il faut savoir que ce modèle s'inscrit dans le cadre, je suppose que vous savez, du Quintuple Aim. C'est cette initiative internationale qui vise à transformer tous les systèmes de santé, et la santé mentale certainement, en se basant sur 5 objectifs. Donc,
améliorer l'expérience des citoyens en matière de qualité des soins, améliorer la santé de la population, très important, réduire les inégalités sociales, donc, et on va y revenir plus tard, garantir cet accès équitable aux soins, hein, en fonction, indépendamment du statut socio-économique ou de l'origine, et aussi dans ce quintuple aim, hein, donc ce simple objectif d'améliorer le bien-être des professionnels de la santé et, je disais, d'utilisation des ressources, hein, euh, pour veiller en tout cas à mettre des moyens, des allocations efficientes et des fonds et des moyens dans ce contexte. Alors les avantages, ils sont multiples, hein, aussi bien pour les citoyens, je ne vais pas les citer tous, mais c'est la meilleure compréhension de leur état de santé, la prise de décision éclairée, l'amélioration de sa qualité de soins, des expériences des patients plus optimisées, hein, simplification des démarches. Pour les professionnels de la santé, c'est un accès rapide et complet aux informations, améliorer la collaboration, réduire les erreurs, bien sûr, et le gain de temps. Hein, on en parlait et vous en parliez lors de votre euh, table ronde ici, hein, mais je suis toujours sur la même, hein, de DIA. Je vois qu'il y a un message, je suis toujours la même. Pour le moment, j'explique simplement BIA, le Belgium Integrated Health Record, hein, en quelques mots. Je continuerai les slides après. Pour les établissements de soins aussi, bien sûr, c'est toujours la même chose, hein, l'amélioration de la qualité, mais aussi la réduction des coûts, hein, et aussi, bien sûr, pour les autorités politiques, l'intérêt et l'amélioration de la santé publique et avoir des politiques de santé éclairées, bien sûr, améliorer la recherche, et aussi, et je l'ai entendu aussi dans ce panel bien intéressant la semaine passée, pour tout le secteur industriel, bien sûr, hein, il faut stimuler l'innovation, il faut développer ces nouveaux produits et services de digitalisation et certainement améliorer la compétitivité. Donc ça, c'est un outil, hein, qui est, vous voyez, 2025-2027, qui est en place pour le moment, hein, et peut-être, si vous voulez, je vous enverrai des informations complémentaires concernant ce système d'information intégré pour des soins de qualité. Donc voilà, passons au point suivant. En effet, qu'est-ce qui maintenant dans les adoptions concrètes et les innovations, on a tout ce qui tourne autour de la télémédecine. Vous en avez parlé aussi, télépsychologie et services, hein, les combinaisons humain plus numérique, ça se développe partout, je pense, vraiment partout. Je pense, la période Covid a été un moment, je veux dire, important pour, parce qu'il a fallu travailler des formules assez rapides, hein, surtout en télépsychologie, si je peux l'appeler comme ça. Et ça, on peut dire que ça, il y a plein de plateformes privées, on va y revenir, et l'idée principalement, c'est pas nouveau, hein, ça réduit les barrières d'accès, distance, mobilité, stigmatisation. Et par exemple, hein, si je peux donner un exemple tout simple, ces consultations de psychologues cliniciens dans la première ligne sont aussi remboursées par la sécurité sociale, de même que les consultations pour les psychiatres, hein, téléconsultations sont aussi remboursées. Donc, mais ça, c'est contrôlé, bien évidemment, hein, ce sont des plateformes qui sont contrôlées, mais il y a aussi à côté de ça toute une série d'avancées pratiques, hein, toute une série d'applications médicales qui ont atteint des niveaux assez intéressants et qui sont remboursées. Et ça, c'est vraiment une preuve, allez, step by step, je dirais qu'un chemin est en train de se mettre en place pour le remboursement de certaines applications qui sont validées. Je vais y revenir, hein, sur ça, donc on peut passer au slide suivant. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme bénéfice qu'on voit pour le moment? C'est l'amélioration de l'accès. Ça, c'est clair, surtout pour les jeunes. Les jeunes, ils sont, c'est habituel pour eux d'être sur ces réseaux. Donc là, il y a beaucoup d'applications
qui existent, euh, dans les zones rurales aussi, patients éloignés des services, pour la détection précoce avec des auto-questionnaires suivis d'humeur. Je peux vous donner un exemple aussi pour ça. Il y a quelques années, mais c'était juste avant le Covid, avant, quand on a commencé les soins psychologiques dans la première ligne, nous avions interrogé un grand nombre de médecins de famille, donc de médecins généralistes, qui nous disaient, mais nous avons bien sûr dans notre salle d'attente 30% des patients qui ont des problématiques de santé mentale à différents niveaux. Mais soit on n'a pas le temps d'engager une discussion parce qu'il y a une liste d'attente, une personne qui attend, soit on n'a pas les connaissances suffisantes, et souvent on oriente vers des structures spécialisées trop rapidement, et on s'en veut. Et on n'a pas de suite non plus parfois, on ne sait pas ce que ça devient. Et là, on avait imaginé, nous-mêmes, au gouvernement, d'adapter, je ne sais pas si vous connaissez le MHGAP, donc le Mental Health Gap. C'est un outil de l'OMS qui permet aux acteurs, à différents acteurs, c'est un algorithme en fait, qui permet de question en question, des questions qui sont euh, construites en fait, qui sont réalisées, qui permet aux personnes, aux travailleurs de la première ligne qui ne sont pas nécessairement des spécialistes de la santé mentale, de savoir et de pouvoir détecter le mieux possible l'état d'évolution de cette problématique et aussi, surtout important, de mettre des barrières par rapport à des diagnostics trop vite établis et aussi des pistes de solutions. C'est un outil international qui est utilisé à peu près partout dans le monde, je dirais le MHGAP. Et nous, on l'a adapté en français déjà, traduit pour les médecins généralistes. Donc les médecins généralistes qui n'avaient pas suffisamment de connaissances pour évaluer, c'est pas tout à fait le mot, mais pour mieux comprendre, oui, pour avoir un profil des problèmes de la personne qu'ils avaient en face d'eux, pouvaient utiliser cet outil d'utilisation très facile et avoir, in fine, je dirais, une idée plus précise de la problématique. Donc ça, ce sont des outils, mais ça fait des années qui sont enfin, qui ont été utilisés, qui sont encore ou pas utilisés, mais il y en a vraiment dans tous les domaines, bien évidemment. Alors, bien sûr, aussi à tout le soutien psychoéducatif. Ah, j'étais déjà. Voilà. Le soutien psychoéducatif, comme on disait, les partages d'infos via le Belgium Integrated Health Record, tout ça, ce sont des bénéfices qu'on observe maintenant. On peut avancer. Voilà. Alors, quels sont les risques? Je vous ai entendu aussi parler, mais la qualité, bien sûr. Il y a beaucoup d'applications grand public, mais qui ne sont pas suffisamment validées. Et là, il y a quand même des risques, enfin, c'est mon avis, limités ou même trompeurs si les usagers les utilisent seuls. Et donc, il faut vraiment aussi distinguer des applications bien-être et des dispositifs, bon, j'ai mis médicaux, mais de manière générale, qui sont validés. Il y a aussi une inégalité d'accès numérique. Ça aussi, c'est un élément que l'on doit prendre en considération par rapport aux compétences, par rapport à l'équipement, aussi chez nous la langue, qui peuvent, et c'est vraiment le contraire que l'on veut, creuser de nouvelles disparités si on mise tout sur le digital sans accompagnement. Il y a cette question, et vous l'aviez abordé aussi, de la protection des données et de la confiance, le partage d'informations sensibles, principalement santé mentale, exige des cadres techniques et juridiques robustes. Ça, est-ce qu'ils sont vraiment clairement établis? Moi, je dis toujours que de mon expérience professionnelle dans des structures communautaires, par ailleurs, parfois le secret professionnel était aussi bousculé, je dirais, quand des professionnels dans le couloir parlaient d'une situation d'un usager ou d'un patient qui était peut-être pas loin de ça. Je pense que tout ça, il y a une question aussi de déontologie derrière que tout le monde devrait avoir à la base. Enfin, il faut quand même être attentif à cette question. Donc, je reviens sur ce Belgium Integrated Health Record et les normes de e-santé, pour le moment, sont en train
de voir comment mettre en œuvre et de structurer tous ces nouvelles outils qui sont pour le moment en circulation. On peut avancer. Alors bien sûr, il faut renforcer l'évaluation scientifique des applications, ça c'est certainement clair. Il faut intégrer les outils dans les parcours de soins et principalement le remboursement. Pour le remboursement aussi, il faut que toutes ces prestations, sous tous ces outils, s'ils sont utilisés par les professionnels, il faut trouver un système de remboursement et un système de remboursement transparent et clair. Il faut améliorer l'inclusion, donc il faut former les patients, mais aussi certainement les professionnels. Je pense que les ados sont parfois plus, plus formés que certains professionnels. Et bien sûr, chez nous, des solutions multilingues et aussi, et encore une fois, et c'est toujours la même chose, je pense que nous devons être absolument attentifs à l'accès pour les publics vulnérables. Ce sont toujours ces publics vulnérables dont on a parlé tout à l'heure qui sont entre deux cases et je dirais, je ne vais pas dire que personne ne s'en occupe, mais qui sont certainement les personnes les plus fragiles. Et encore une fois, la gouvernance des données, c'est exactement la même chose que dans la gouvernance de l'organisation des services. Il faut pouvoir garantir des consentements, il faut pouvoir minimiser les données, il faut absolument mettre en place une sécurité, une transparence, je le redis, et ce système Belgium Integrated Health Belgium est en place pour le moment et e-santé pour essayer d'y répondre. On peut avancer. Alors, je m'étais permis de mettre quelques recommandations. Les décideurs doivent maintenant prioriser le financement pour évaluer cliniquement les applications de santé mentale et créer des voies de remboursement pour les outils validés. Je vous dis, par exemple, les e-conférences qui sont, pas e-conférences, e-suivi, prestations qui sont réalisées par les psychologues cliniciens première ligne sont remboursées. Donc ça veut dire qu'elles sont remboursées au même tarif que les autres prestations. Et c'est intéressant, c'est important parce que ces psychologues, alors cliniciens première ligne, ils savent qu'ils peuvent l'utiliser et qu'ils sont remboursés du temps qu'ils mettent à disposition de ces nouveaux outils. Dans les établissements de soins, pareil. Moi, je suis encore à la direction de plusieurs services dans une institution. L'intégration des services dans les services de ces nouveaux outils, c'est pas banal, quoi. Et on part de vraiment très, très, très loin. Former le personnel aux outils digitaux, c'est certainement très important. Et référencer les applications validées, surtout les applications validées pour les patients. Et pour les professionnels et usagers, il faut avoir, encore une fois, utiliser en tout cas ces outils comme étant un complément. Moi, je suis assez intéressé par l'approche complémentaire, mais certainement pas comme un outil de nouveau universel qui va remplacer toutes les autres approches qui existent pour le moment. Je pense que c'est, comme les équipes mobiles, comme les soins psychologiques première ligne, c'est une offre de services complémentaire au dispositif qui est déjà mis en place. On peut avancer. Alors bon, voilà, on avance en Belgique. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien sur ce mHealth Belgium et sur le BHR. C'est en tout cas tout est mis en place et se met en place pour avoir un cadre favorable à la digitalisation de la santé. Alors, on se rend compte que les tendances montrent que la demande en santé mentale reste élevée, on le sait, et que le numérique, en effet, représente très certainement une opportunité d'accès, mais c'est aussi, encore une fois, un défi de qualité et surtout un défi concernant les inégalités. Je vous rappelle que notre souhait, notre objectif, il est très clairement que chaque citoyen, où qu'il habite, ait un accès
euh, équilibrée, équitable à une aide et des soins de qualité. Alors, le défi principal, ben, c'est de passer des solutions isolées, hein, comme on le disait tout à l'heure, à des outils validés, intégrés, remboursés, et de nouveau en réduisant les inégalités. C'est vrai, je l'ai entendu aussi dans votre séminaire la semaine passée, il y a énormément d'applications. Est-ce qu'elles sont valides? Est-ce qu'elles peuvent vraiment aider les personnes dans une bonne voie et qualitative? Je ne doute pas que l'intention est là, mais peut-être y a-t-il quand même une série d'outils qui ne sont pas vraiment conformes, je vais dire, au modèle que l'on met en place et qui pourraient amener plutôt à des catastrophes plutôt qu'à des solutions pour les personnes. Le slide suivant, je pense que c'est la fin. C'est la fin. Voilà. Je vous, je vous remercie en tout cas. J'espère que je n'aurai pas été trop long. Merci infiniment, Monsieur Jacob, pour cette intervention. Je ne sais pas, je regarde dans le chat, il y a pas mal de réponses, mais déjà, on va faire comme d'habitude, hein. On va envoyer des réactions pour vous remercier parce que c'est même très instructif. Moi, je suis restée scotchée. Alors, il y a pas mal de questions qui ont été posées dans le chat. Monsieur Babacar Ndiaye dit, par exemple, nous dit, dans votre communication, vous parlez de l'adoption avec la culture locale. Donc, vous êtes disposé à établir des collaborations, des partenariats de recherche. Laissez-moi, c'est long, donc je me perds par moment. Laissez-moi à revenir. Donc, donc des partenariats de recherche d'action avec les soins de santé mentale hospitaliers ici en Afrique de l'Ouest et des structures neurologiques en Belgique. Est-ce que vous êtes prêt à établir ce type de collaboration, partenariat? Ça dépend à quel niveau. Si c'est euh, au niveau des gouvernements, hein, donc ça c'est une question tout à fait politique, hein, bien évidemment, à laquelle il est difficile de répondre parce que ça dépend des intérêts des gouvernements réciproques. Bon, c'est une question qui doit être posée à ce niveau-là. Je dirais au niveau plus pratico-pratique, je dirais, hein, de l'expérience que j'ai pu mener en Belgique, et je ne l'ai pas dit, mais maintenant je travaille dans différents pays pour travailler à l'organisation, la réorganisation des systèmes de soins en santé mentale, notamment au Japon et en Moldavie, par exemple. Hein, je donne simplement ces deux exemples-là. Ça, bien sûr que moi, je peux le faire et avec mes ex-collègues du ministère de la Santé, avec grand plaisir. Et je pense que nous avons, avec mon ami le médecin, le docteur, peut-être déjà établi des premiers ponts, hein, pour pouvoir, en tout cas, échanger oui, bien évidemment, de manière très concrète. Que ce soit de manière réciproque avec la possibilité pour vous de venir voir les modèles, bien évidemment, bien évidemment. D'accord. Il y a Traoré Eric qui a dit que pensez-vous de l'utilisation des l'IA dans les solutions numériques pour un diagnostic précoce avec des auto-évaluations et d'autres reports d'humeur quotidien? Oui, oui, bien sûr, mais encore une fois, c'est euh, l'intelligence artificielle, c'est certainement un outil hyper innovant, intéressant, qui change, enfin, qui évolue tous les jours et qui donne certainement des réponses très pertinentes et significatives. Mais dans le même temps, moi, je reçois aussi pas mal d'informations sur la dangerosité, hein, de l'origine de certaines applications ou de certaines données qui nous arrivent. Hein. Bon, je sais pas, vous pouvez, vous savez, vous pouvez imaginer qu'il y a des réponses qui sont données aux personnes elles-mêmes, parfois qui vont très loin dans le risque que l'on met sur la santé et sur les actes que peuvent surtout faire réaliser des enfants et des adolescents.
Hein, on a ça chez nous, je ne sais pas chez vous, mais nous, on a des adolescents qui se sont confiés aussi à l'intelligence artificielle et qui ont été vers des actes d'autodestruction parce que, voilà, ils étaient poussés par leurs questions-réponses à aller vers des solutions qui n'étaient certainement pas des solutions. Donc, c'est de nouveau la même chose. À partir du moment où c'est validé, je dirais, ben oui, et ça le sera un jour, hein, mais peut-être, est-ce que c'est un peu tôt, j'en sais rien. D'accord. Alors, avant que Dr. Kevin ne réponde parce qu'il a levé la main, il y a Madame, oui, Safia Toukoné qui demande comment le numérique est-il utilisé dans les écoles pour faire la promotion et la prévention en santé mentale. Ensuite, Dr. Kevin, qui a levé la main, posera sa question. N'est pas encore beaucoup utilisé dans les écoles. Pas pour la question de la santé mentale. Pas pour les D'ac- questions de la santé mentale. Certainement pas. Suffisamment, en tout cas. D'accord. Mais je peux revenir aussi avec ça, hein. Je Mm. prends note des questions aussi, si jamais D'accord. les réponses ne sont pas. Dr. Kevin, vous avez levé la main avant de prendre Monsieur Eric Sierry. Dr. Kevin? Oui, Mm. bonsoir tout le monde, bonsoir Madame Corrie. Merci à Monsieur Jacob. Euh, Ma question, c'est par rapport aux équipes mobiles de prise en charge à domicile. C'est-à-dire que là, actuellement, vous êtes dans un processus de fermer les hôpitaux psychiatriques et de pouvoir aller vers les équipes mobiles qui sont au niveau des populations. Dans ce processus, et quel est comment se gère euh, disons, la sécurité des patients psychiatriques qui sont dans des situations un peu plus difficiles? Est-ce que on va les gérer dans les maisons? Donc, moi, c'est ce que je voulais poser comme question. Et puis, sur ce côté-là, comment se gère aussi la sécurité des agents qui vont, quand on sait qu'il y a certaines formes psychiatriques qui sont assez difficiles à gérer dans la communauté. Il y a nécessairement besoin que ces personnes-là puissent se retrouver dans un centre, disons, de soins spécialisés. Alors, dans ce cadre, est-ce qu'il y a une option par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle, des outils digitaux pour pouvoir accompagner d'une certaine manière pour certains cas, disons, les problèmes psychologiques ou psychiatriques que vous avez comme exemple au niveau de l'Afrique. Parce que, bon, nous, en Afrique, on est dans une dynamique où il y a moins de personnes de santé, mais il y a le besoin qui se fait de plus en plus important. Donc, déjà, le fait de pouvoir faire les soins à domicile vont être une dynamique un peu difficile, mais les outils digitaux vont être des éléments qui vont être intéressants pour nous, pour pouvoir aider dans une certaine mesure, à une certaine étape, et dans une étape beaucoup plus, ça c'est des cas beaucoup plus complexes, pour pouvoir prendre en compte la prise en charge de manière structurée dans un centre spécifique. Parce que je voulais partager, mais vraiment c'est très intéressant, votre partage. Et merci à Mme Corée Ouattara et à toute la communauté. Merci. Merci, Dr. Kevin. Je ne sais pas si Monsieur Jacob, vous avez quelque chose à dire. Oui, mais très rapidement, hein, parce que je vois que le temps passe aussi, C'est et de ce ça. que oui, de ce que j'ai pu bien capter de l'entendre, hein, comprendre, oui, entendre la question. Tout d'abord, oui, je vous le redis, hein, les équipes mobiles, il y a deux types d'équipes mobiles pour les situations de crise et les situations de longue durée, mais elles ne vont pas répondre la crise, c'est pas l'urgence, mais vous le savez mieux que moi, hein. Donc, elles vont simplement travailler sur les situations de crise et bien sûr de longue durée pour les personnes qui sont stabilisées. Quand une personne présente des problématiques psychiatriques qui ne sont plus gouvernable, je vais dire, dans le lieu de vie, je pense qu'il faut alors, pour une période déterminée, la plus courte possible, avoir un retour dans une structure plus sécurisante, plus fermée, le temps de se poser, le temps de pouvoir peut-être voir la médication.
Et bon, voilà, je pense que c'est important pour nous en tout cas, et je le redis encore, c'est d'éviter les hospitalisations, mais de ne pas, on n'a pas fermé hein, les hôpitaux psychiatriques, on a simplement transformé une partie des dispositifs. Je pense qu'il y a 2600, 2700 lits qui ont été fermés, et ça fait plus ou moins 1200 équivalents temps plein qui travaillent dans les équipes mobiles, maintenant surtout la Belgique, hein, c'est un glissement de l'hôpital vers la communauté des équipes. Donc voilà, ça c'est pour la première question. Concernant la digitalisation, j'imagine que ça peut être un outil en effet qui peut aider à suivre en tout cas les situations, mais je ne sais pas à quoi vous pensez quand vous pensez plus spécifiquement de digitalisation. Est-ce que c'est concernant la trajectoire de soins? Alors là, oui. Avec les systèmes qui sont mis en place, alors là, certainement oui. Si ce sont des outils alors qui permettent pour les personnes elles-mêmes de pouvoir faire un appel à un suivi en cas de nécessité, en liaison directe bien sûr avec les intervenants, alors certainement, et c'est déjà, j'en suis convaincu, utilisé en tout cas de manière peut-être d'expérimentation dans certaines régions ou dans certaines équipes, au niveau de certaines équipes mobiles. Oui, certainement. En tout cas, il faudra qu'on revienne sur ce sujet-là un peu plus tard, quand ça sera un peu mieux organisé chez nous. Mais j'ai l'impression que vous avez, de votre côté, vraiment beaucoup d'avancées, d'avancements par rapport à cette question de la digitalisation. C'est peut-être aussi pour une question de ressources sur le territoire. Hein, on va quand même avouer chez nous on a trop de ressources peut-être. Hein, c'est ce qui provoque un peu notre problème. Hein, c'est qu'on a trop de ressources qui sont un peu étouffées sur des territoires et peu structurées et peu organisées. Euh, et donc, voilà un peu. Alors, on a deux questions. C'est sûr qu'on a dépassé les 7 minutes. Peut-être que je vais les poser rapidement. Il y a Monsieur Eric Sreux qui dit qu'en Côte d'Ivoire, une étude a été menée et a permis de recenser plus de 500 centres de soins non conventionnels qui arrivent à attirer des populations en quête de soins psychiatriques. Comment, selon vous, on peut les intégrer pour obtenir un système intégré, mais de qualité pour les malades? Et chez nous, c'est un peu le rôle de de cette centralisation hein, de Belgium Integrated Health Record, hein, qui a un peu cette mission de, à la fois de développer eux-mêmes leur propre système de saisie de données, mais aussi de recenser et de valider et de mettre en connexion les différents outils qui se développent un peu partout, je dirais, à la fois parfois par des entreprises privées et des industriels qui n'ont pas beaucoup d'expérience scientifique, en tout cas de compétences par rapport à la question de la santé mentale, mais qui ont certainement des outils techniques, technologiques très performants. Donc le Belgium Integrated Health Record a comme mission, en tout cas aussi, de mettre en connexion l'ensemble de ces outils, de ces données, et petit à petit de les valider. C'est en tout cas ce qui se passe chez nous. Mais on ne peut pas, c'est un peu ça le problème, c'est qu'on ne peut pas empêcher des systèmes incontrôlables d'exister. Je ne vois pas comment on pourrait le faire, surtout maintenant avec l'ouverture maximum de des possibilités d'accès aux réseaux Internet ou des réseaux sociaux, tout ce qui existe en tout cas dans ce domaine. Nous aussi, on en a un nombre important sur le bien-être, le mindfulness, et tout ce qu'on peut imaginer avec des algorithmes très compétents, mais je ne suis pas enfin, très performants au niveau technologique, mais au niveau des résultats de, de résolution de problèmes, c'est encore une autre question, à mon avis.
D'accord. La dernière question, c'est Marie-Justine qui a posé la question, l'utilisation du numérique est-elle applicable aux malades mentaux, principalement les malades errants? Ouais, c'est la question aussi. Oui, je pense que oui. Pour autant, encore une fois, que l'on mette que ce sont des publics vulnérables aussi. Ce sont des personnes qui n'ont pas d'accès direct, qui n'ont peut-être pas eux-mêmes les outils nécessaires pour pouvoir avoir cet accès. Donc, il faut, encore une fois, que l'outil, certainement, mais l'accès aux outils, c'est une question qui est aussi primordiale pour ne pas recréer, à mon avis, une diversité, un non-accès équitable, équilibré des citoyens à l'offre de services. Et là, il faut être, à mon avis, créatif. Pourquoi pas avoir des points de contact on l'a fait à une époque lointaine, des points de contact dans les communes qui permettent d'avoir cet accès technologique, je dirais, de tout citoyen à euh, des outils existants. Mais oui, il faut trouver une solution pour ces personnes, absolument. Mais l'axe, ben oui, l'utilité, elle est là. On n'est plus là? Oh, désolé, désolé, j'ai eu un appel. Désolée. Ah non, ça va, ça va. D'accord, c'est parfait. Donc, je pense que déjà pour... merci à vous. Il y a pas mal de questions qui sont venues, mais je pense qu'on va continuer les échanges inbox parce qu'on a dépassé le temps. Pour ce quoi, je vous charge si vous êtes là de conclure. Sinon, je pense on va libérer. Pour ce quoi? Ben, je pense qu'il doit être occupé dans une Il réunion. prépare déjà le Donc, foie gras, oui. voilà. Donc, en tout cas, Monsieur Jacob, merci. Et puis, je vais dire je vais partager comment on va dire ça? Je vais partager les messages à l'intérieur et puis les contacts et partager la présentation. Bien sûr. Merci beaucoup. J'espère que ça a pu répondre un peu à votre demande. Bien sûr. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. OK, au revoir à tout Au le monde et revoir. bonnes Au fêtes de fin revoir. d'année. Bonnes Merci fêtes de fin infiniment. d'année. Profitez bien, en tout cas, Merci. et faites attention à votre santé mentale. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir et merci, merci, monsieur Au Jacob. revoir Merci avec beaucoup. plaisir, hein, avec plaisir pour la collaboration. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. On reste à votre disponibilité, à votre disposition en tout cas. Au D'accord, revoir. merci.